Donc, on a choisi de fonctionner en visioconférence comme l'année dernière à cause des contraintes sanitaires. On a pu tout de même se réunir à quelques personnes ici, au siège de l'association, à la Couronne, tout près d'Angoulême. Donc, vous avez normalement vu que le rapport d'activité, le rapport financier et prévisionnel 2021 ont été mis en ligne sur notre site internet. Ils sont consultables, téléchargeables. Vous avez le lien sur la convocation que vous avez reçue par mail. Et donc, il y a le vote en ligne qui est en cours, qui sera clôturé à 15 h. Vous avez encore jusqu'à 15 h pour voter si ce n'est pas fait. Il sert, donc, vous aurez à approuver le rapport moral, le rapport financier qui a été visé par le commissaire aux comptes et le budget prévisionnel. Vous pourrez donner quitus aux administrateurs pour l'exercice financier de 2021 et élire de nouveaux administrateurs. Voilà. Donc, nous avons 2 observateurs qui contrôlent sur la plateforme en ligne le bon déroulement du scrutin. Charles Morin et Béatrice Borde. Voilà. Et donc, ils nous annonceront les résultats quand ce sera terminé. Merci à tous de votre présence. Je vais dès à présent vous présenter l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Présentation du rapport moral 2020. Ensuite, la présentation du bilan et du compte de résultats 2020. La présentation rapide du rapport financier 2020. La présentation du rapport du commissaire aux comptes. La présentation du rapport d'activité 2020. La présentation du prévisionnel 2021. L'intégration des membres du conseil d'administration. Ensuite viendront les questions, réponses et échanges. Bonjour à tous. Il me revient donc le devoir de présenter le rapport moral de l'année 2020 en retraçant les nombreuses activités de l'association et en abordant ensuite les projets imaginés pour 2021, même si l'année 2021 est déjà commencée. Évidemment, 2020, et c'est pas un scoop, n'est pas une année comme les autres. L'arrivée de la Covid a été évidemment une source de préoccupation majeure dans nos méthodes de travail, dans notre organisation et notre quotidien. Heureusement, pour l'association, cela faisait déjà de nombreux mois que nous étions équipés au niveau informatique pour travailler à distance, aussi bien pour les équipes salariées que pour le conseil d'administration et l'intégralité des bénévoles. De fait, même s'il y a eu quelques réajustements qui ont été nécessaires dans le quotidien, et nous pouvons être fiers de nos équipes qui se sont mobilisées chaque jour pour permettre de relever le défi lié aux contraintes personnelles et familiales, mais de maintenir toutes nos missions et principalement de jamais arrêter l'aide aux victimes. Nous pouvons être fiers de ça et les remercier. Ça a été un travail du quotidien. Nous avions aussi rapidement, depuis le mois de mars, de nombreuses craintes financières. Alors que tout le monde s'arrêtait, nos financeurs nous renvoyaient à des délais inconnus pour le versement des subventions qui étaient des fois acquises et de nombreux interlocuteurs disparaissaient de leur poste de travail. Mais nos projets étaient engagés et nous devions les bâtir. Pour ne pas vous tenir trop longtemps en haleine et en suspense de la suite, vous le verrez bien dans les présentations des comptes, tout se termine favorablement pour l'association, car malgré quelques retards, tous nos financeurs, publics ou privés, ont répondu présent. Aucun d'eux n'a failli. Il faut rappeler que 2020 a été l'année de mise en place du fonds d'indemnisation des victimes du pesticide.
Ce changement crucial dans le circuit administratif pour toutes les victimes a fortement mobilisé l'association, tant sur le plan politique que pour tenter des améliorations de textes qui encadrent son application. Et ce n'est pas fini. Il n'est pourtant pas prétentieux de rappeler que ce dispositif a pu voir le jour grâce à 5 années d'engagement fort de l'association Phyto-Victimes, mais aussi grâce à des parlementaires, dont je tiens à saluer particulièrement Nicole Bonnefoy et Dominique Potier, Bernard Jomier, Mathieu Orphelin et Delphine Bateau, qui ont toujours soutenu nos efforts et l'accompagnement de ce texte. Je ne peux bien évidemment pas oublier le cabinet d'avocats TTLA, qui défend l'intérêt de nombreuses de nos victimes, qui s'est mis à côté de nous dans ce combat pour amener un texte. Nous pouvons tous les remercier de manière collective. Pour ne reprendre que quelques grandes lignes, le fonds d'indemnisation, c'est tout d'abord une augmentation de l'indemnisation d'environ 30% pour toutes les victimes non salariées agricoles. C'est aussi une égalité de traitement qui devrait être assurée entre toutes les régions de France. Une possibilité d'indemnisation pour de nombreux indépendants qui n'avaient jusqu'à maintenant jamais cotisé à la TMP, qui est devenue obligatoire après 2002. C'est aussi une possibilité d'indemnisation pour les enfants professionnels qui ont été exposés, pour les enfants de professionnels exposés aux pesticides. Mais c'est aussi une grande avancée pour les travailleurs de l'agriculture dans les départements d'outre-mer, et particulièrement aux Antilles. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Évidemment, tout cela a généré un gros volume de travail supplémentaire pour le service victime de l'association. Cela a peut-être pu des fois rallonger certains délais pour certains d'entre vous dans l'accompagnement, mais il faut que vous ayez tous bien conscience que ces services œuvrent au quotidien, non seulement pour vous aider vous individuellement, pour le succès de votre demande, mais que nous menons en parallèle et en permanence un combat législatif qui est tout aussi important pour défendre et améliorer vos droits. Ce double travail de fond n'est pas toujours très visible de l'extérieur, même des victimes, mais il est fondamental pour l'association, pour vous, et vous, les victimes, vous êtes souvent les seuls à pouvoir le financer grâce à vos cotisations et à vos dons. Il est impossible de trouver des financements publics pour ce genre de choses, bien évidemment. 2020, c'est aussi la réflexion, la reconstruction et le lancement d'une grande base de données nationale des victimes des pesticides. Cette base, c'est vous, l'ensemble des victimes des pesticides que nous avons accompagnées au fil des années. C'est votre travail, c'est vos pratiques, c'est vos pathologies, c'est votre parcours en maladie professionnelle quand c'est demandé. Vous tous, vous êtes absolument volontaires, vous devez être volontaires pour y figurer anonymement, puisque l'on doit absolument le faire de cette manière-là pour respecter les règles en vigueur. C'est les victimes des 10 années d'existence de l'association, mais ce sera aussi toutes les nouvelles victimes que nous accompagnons, si vous nous donnez votre accord. Mais ce peut être aussi des victimes qui ne souhaitent pas faire des demandes d'indemnisation en maladie professionnelle, mais qui ont aujourd'hui des soucis de santé. Nous souhaitons vous recenser dans cette base pour avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe réellement sur le terrain. Les objectifs de cette base sont très simples. Avoir une lisibilité de la situation sanitaire, dénombrer les pathologies reconnues ou non, les symptômes que vous posent problème au quotidien, de manière à pouvoir en extraire des statistiques inédites. Cela permettra à l'association d'être beaucoup plus performant demain lorsque nous intervenons auprès des institutions pour défendre vos intérêts, vos droits et la représentation des victimes. Ce sera aussi un outil pour alerter parfois des lenteurs de procédure et des dysfonctionnements qui malheureusement existent toujours. Je tiens à remercier notre mécène de compétences Alten Solidaire qui a permis le développement informatique de cet outil
ainsi que le ministère de l'Agriculture qui a contribué financièrement à sa mise en œuvre. 2020, c'est aussi la poursuite d'un projet qui veut sortir de l'ombre l'image et victime des pesticides. À la suite du succès de l'exposition photo-vidéo itinérante que nous avions créée en 2019, les équipes ont imaginé une web-série documentaire en 8 chapitres, conçue comme un outil de sensibilisation que l'on peut simplement regarder depuis son ordinateur. Ce projet, 100% dématérialisé, 100% web, 100% européen, présentera le combat des travailleurs victimes des pesticides en France, en Italie et en Allemagne. Il exposera également l'engagement de citoyens, d'élus et de porteurs de projets alternatifs aux pesticides. En attendant l'achèvement de cette web-série documentaire en 2021, nous avons imaginé nous servir de l'exposition photo-vidéo lors de nombreux événements d'intervention scolaire, par exemple. Mais l'arrêt des manifestations, des salons, la fermeture des lycées ont mis à mal notre programmation. Cependant, nous n'avons jamais baissé les bras et nous avons continué d'assurer notre travail de sensibilisation auprès du jeune public, essentiellement. Mais cela n'a pu se faire qu'à distance, bien évidemment. Nous avions aussi engagé en 2020 un travail important dans la refonte de notre site Internet grâce à notre mécène de compétences, les veilleurs du net, My Golden Network, excusez-moi pour l'accent anglais, c'est pas mon fort, que je remercie ici chaleureusement. Il a été possible de progresser aisément sur le sujet de manière très peu coûteuse pour l'association. Le site a été mis en ligne pour ceux qui nous suivent régulièrement, a été mis en ligne récemment. Il est ainsi plus fonctionnel, plus intuitif et plus simple. Il offre une meilleure visibilité des informations de ce que fait l'association ou de l'aide que nous pouvons vous apporter. Nous espérons prochainement y apporter d'autres fonctionnalités pour nos membres. Bien sûr, il est difficile de résumer en quelques lignes, en quelques paroles, quelques phrases, une année entière d'activité. Mais ce qui est important à retenir, c'est que malgré le contexte difficile que nous avons tous traversé, nous avons tenu le cap et nous avons rempli nos missions. Même si l'année 2021 est désormais déjà un peu avancée, il faut nous y projeter totalement. Depuis le début de l'année, nous poursuivons un grand nombre de projets qui avaient pris du retard à cause du Covid et qui sont sur le point de se terminer. Par ailleurs, 2021, nous venons de présenter au ministère de l'Agriculture, de la Santé, du Travail et des Outre-mer, ainsi qu'au préfet de Martinique et de la Guadeloupe, un projet dans le cadre du plan Chlordécone pour accompagner les victimes des pesticides aux Antilles. Un très vaste programme que nous avons établi pour 7 ans, qui s'ouvre à nous pour aider ces victimes, comme nous le faisons tout simplement ici en métropole. Depuis 10 ans, l'association a toujours eu besoin de se structurer et de recruter des forces vives pour développer des projets, chaque année toujours plus ambitieux. Malgré la crise, de nombreux bénévoles se sont engagés pour nous aider au sein de l'association, soit pour des missions ponctuelles, soit pour des missions beaucoup plus pérennes. Certaines victimes, elles aussi, ont décidé de s'engager à nos côtés et aux côtés du conseil d'administration pour y assurer le fonctionnement de l'association au quotidien. Malgré les difficultés, les administrateurs et l'ensemble des salariés ont fourni des efforts importants pour continuer de soutenir les travailleurs malades. Je ne peux encore une fois que saluer l'implication de l'équipe salariée qui a su s'adapter rapidement à la situation et redoubler d'abnégation. Depuis mars 2021, nous travaillons 100% en distanciel. Nous avons su aussi embaucher à distance. Cette année, l'Assemblée générale permettra pour certains administrateurs et salariés de se découvrir réellement. Effectivement, comme vous l'a dit Catherine tout à l'heure, nous sommes quelques-uns à être réunis au siège de l'association. Alors, on est tous non masqués, mais on a tous fait un test. Ne vous inquiétez pas, on a été sérieux.
Mais effectivement, il y a certaines salariés qui travaillent depuis plusieurs mois avec nous, qu'on a embauché à distance et que l'on a découvert physiquement que hier. Mais voilà, on a su faire fonctionner l'association pour le beau service sur une année relativement complexe. Voilà, je vous remercie pour le rapport moral. On va continuer de dérouler l'ordre du jour. C'est gentil, tableau. Merci. Là, ça va pas être un souci informatique, ça va être un souci technique. Il n'a pas plus grand. Attendez, c'est moi qui ai un petit souci. Ah, pardon. Alors, je pense que je vais être obligé de le lire sur un PC. Je ne vais pas lire le tableau, le papier est un peu court pour mes yeux. En affichage, tu peux... Donc, on va passer au bilan financier. Voilà, vas-y. Bien l'écran, s'il te plaît. Donc, je vais vous présenter succinctement. De toute façon, vous avez tous en possession des documents qui vous ont été envoyés par mail. Présenter donc le bilan. Donc, nous avons à l'actif des sommes immobilisées pour 2 541 €, en actifs circulants 268 525 €, avec un total de 271 065 €. Au passif, les capitaux propres sont de 251 240 €, un total de dette de 19 825 € qui équilibre le bilan à 271 065 €. Eh bien, faut que tu tournes, s'il te plaît. Je ne sais pas, c'est peut-être petit pour vous sur les écrans. À l'ordinateur, là, je vais être en De toute façon, tous ces documents-là, vous les avez reçus dans l'invitation. À télécharger sur le site. Qui était téléchargeable sur un lien. Donc, je poursuis sur la présentation du compte de résultat. Le total des produits est évalué à 351 432 €, avec des charges qui représentent un montant de 245 243 €. Bon, vous voyez que les charges de salaire, effectivement, de toute façon, comme toute entreprise de service, représentent une grande partie des lignes de charge, avec un résultat d'exploitation à 106 190 €. Alors, on ne va pas vous verser le résultat d'exercice de manière brute comme ça, parce que, voilà, on reste une association. Le but n'est pas de faire du bénéfice particulièrement sur une association. Cet excédent d'exploitation s'explique d'une manière très simple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pendant le rapport moral, l'intégralité de nos financeurs ont poursuivi donc leur accompagnement. Par contre, nous, on a pris un petit peu de retard sur un certain nombre de projets, puisqu'on était, avec le Covid, dans l'incapacité de réaliser un certain nombre de missions qui sont en cours en ce moment, mais qui n'ont pas eu de charge afférente à l'exercice 2020, ce qui génère une grande partie de l'explication de ce résultat d'exploitation largement positif.
Voilà, pour ce qui est du rapport financier. Donc, on fait comme ça. Bon, c'est ce que j'ai dit, voilà, pour avoir des choses un peu plus imagées. Les charges, donc effectivement, les charges du personnel représentent un peu plus de la moitié des dépenses. Et donc, les subventions publiques, 38% des recettes, les subventions privées, 37%, les mécénats d'entreprise, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la conception du site internet, la conception de la base de données, donc c'est des mécénats qui représentent 12% de nos recettes. Vos dons et adhésions, les deux réunis font presque 8%, et puis après le reste, c'est un petit peu du détail. Voilà. Donc, après, je donne, je crois, la parole. Tu récupères ton PC. Merci, Emma. Je donne la parole à notre commissaire aux comptes, M. Joudon, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, Laurent Joudon, je suis le commissaire aux comptes de l'association Phytovictimes et je vais donc vous présenter les deux rapports du commissaire aux comptes qui sont le premier rapport sur les conventions réglementées et le deuxième rapport sur les rapports de certification des comptes annuels 2020. Alors, en ce qui concerne le premier rapport sur les conventions réglementées, je vais tout d'abord rappeler ce qu'est une convention réglementée. Une convention réglementée, c'est toute opération financière ou non entre deux structures qui ont des membres dirigeants ou des administrateurs communs. Donc ici, pour l'association Phytovictimes, on constate l'absence de convention réglementée. Voilà pour le premier rapport. Pour le deuxième rapport de certification des comptes annuels, donc il s'agit d'une certification pure et simple, sans observation. Et au niveau de la justification des appréciations, on constate dans votre association qu'il n'y a pas de comptabilisation de provisions pour dépréciation ou des provisions pour risques et charges. Voilà. Donc, c'est donc une certification pure et simple. Nous avons également regardé les comptes annuels font partie, donc le bilan, le compte de résultat et les annexes comptables qui sont les informations qui commentent le bilan et le compte de résultat, y compris les heures de bénévolat qui figurent en annexe comptable et qui sont valorisées à 26 723 €. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, est-ce que... Merci, monsieur le commissaire aux comptes, pour ces précisions. Est-ce que dans les membres présents, certains d'entre vous ont des questions sur la partie financière? À défaut de questions, me semble-t-il, on va poursuivre. Donc, pour ceux qui seraient avec nous, si vous n'avez pas, si vous attendiez la présentation plus en détail pour voter, je vous rappelle que le vote sera clôturé en électronique à 15 h. Hein, c'est les comptes qui font partie des résolutions adoptées mises au vote. Vous avez jusqu'à 15 h pour le faire de manière électronique. Et donc, s'il n'y a pas de questions, M. Joudon, je vous remercie pour le travail de surveillance que vous faites chez nous pour ce rapport-là. Et donc, je vous libère, si je puis le dire comme ça, parce que c'est ce qui était convenu entre nous. OK. Bon, je vous remercie également et puis je vous souhaite une bonne fin d'Assemblée générale. Merci. Merci beaucoup. On poursuit. Juste le temps qu'on reprenne la projection. C'est bon. Pour le rapport d'activité,
Donc, en introduction, très rapidement, mais voilà, donc, l'association Phyto Victimes créée en 2011, c'est à peu près 600 personnes sur l'ensemble du territoire national qui ont été accompagnés par Phyto Victimes. Ce sont des hommes, des femmes, majoritairement des exploitants et des salariés agricoles, paragricoles, pardon, mais aussi des agents de voirie, des paysagistes, des jardiniers, des salariés de la désinfection, de la dératisation et de la désinsectisation et du traitement du bois. Les pathologies les plus fréquemment recensées à Phyto Victimes sont la maladie de Parkinson, les hémopathies malignes, les lymphomes non-Hodgkiniens, les myélomes multiples, les leucémies lymphoïdes chroniques. Mais nous trouvons également d'autres types de cancers et des hypersensibilités chimiques et d'autres pathologies qui sont en pleine émergence. En 2020, Phyto Victimes a répondu à 80 nouvelles demandes et ce sont en moyenne 2 professionnels qui ont pris contact avec l'association chaque semaine. Toutes les victimes n'ont pas souhaité en fait, faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, pour rappeler rapidement les Phyto Victimes voilà, sur le terrain, c'est premièrement soutenir et aider et défendre des professionnels victimes des pesticides. En deuxième action, mission, c'est faire reconnaître les pathologies liées aux intoxications chroniques et aiguës. En 3, c'est faire progresser et simplifier la prise en charge des malades. En 4, c'est soutenir la prévention et contribuer à renforcer la législation. Et en 5, c'est la promotion des alternatives ne mettant plus en danger notre santé ni celle de nos proches. En 2020, du coup, le conseil d'administration, lors de la dernière assemblée générale, il y a eu la passation de présidence. Donc, Paul a rendu son mandat de président et Antoine a été élu président. Et Julien Guillard est devenu le vice-président. Donc, s'il faut le rappeler, Antoine, donc, ici présent, c'est un agriculteur de Normandie, voilà, qui est à l'association depuis 2012. Et qui donc a été élu l'année dernière. Julien, lui, est un salarié agricole qui est victime des produits phyto et qui a adhéré à l'association en 2017 et également élu vice-président en 2020. Le conseil d'administration en 2020, c'était donc 6 personnes engagées aux côtés de Antoine et Julien, à savoir Annie Bessière, donc notre trésorière, Pascal Fourneau, notre secrétaire, Isabelle Fourneau, donc son épouse, qui était également secrétaire adjointe, Béatrice Lebrun, qui était administratrice stagiaire, et Loïc Prieux, ici présent, qui était également administrateur stagiaire, et Jean-Luc Goudnech, qui était également administrateur stagiaire. Aux côtés donc, du conseil d'administration, c'était une équipe de 6 salariés, donc Ophélie Robineau, la directrice, Claire Bourrasso, la responsable du service victime, Madeleine Lavie, l'assistante administrative, Catherine Blanc, qui a pris la suite de Madeleine en cours d'année, qui est donc devenue assistante administrative, et Nathalie Ferrand, qui est chargée de mission de la base de données, et moi-même, qui suis en charge du développement de l'association. Donc, en quelques chiffres très rapides, Phyto Victimes, donc au niveau du collectif, donc je le disais, 9 administrateurs et administratrices, dont 3 stagiaires en 2020, 6 salariés et 50 bénévoles, 50 partenaires, aussi bien des partenaires santé, financiers, juridiques, politiques, scientifiques, des partenaires de réseau en règle générale. C'est 250 adhérents et adhérentes et 170 donateurs et donatrices. Au niveau de la mise en œuvre, ça représente une assemblée générale qu'on a fait donc en distanciel l'année dernière, une exposition photo-vidéo, donc inaugurée en 2019, mais qui a été itinérante en 2020 sur 20 lieux d'accueil, 45 interventions programmées, 20 interventions réalisées seulement, donc tout le monde peut s'en douter à cause du Covid, on a pu en maintenir quand même près de la moitié, et essentiellement en milieu scolaire. Et un budget donc, global de la structure à hauteur de 345 000 €. Au niveau du service victime et du suivi des victimes, c'est donc une base de données créée et alimentée qui continue donc, en 2021, mais ça a vu le jour en 2020. C'est 21 participations lors de commissions d'expertise aussi bien nationales qu'en région.
Et c'est donc, en le disant pour introductif, à peu près 600 professionnels qui ont été accompagnés depuis la création de l'association. Je laisse la parole à Claire. Donc, on va parler un petit peu plus précisément du cœur de mission de l'association qui est le soutien aux victimes des pesticides. Donc ça, c'est notre objectif principal depuis 2011, c'est d'aider et d'accompagner les professionnels victimes des pesticides dans toutes leurs démarches, qu'elles soient administratives, médicales ou juridiques. Pour cela, donc, il y a 2 salariés, donc moi-même qui suis en charge du service victime et qui accompagne les victimes au quotidien, et puis Nathalie Ferrand qui a été recrutée pour la mise en place du projet base de données. Donc voilà, et on souhaitait aussi remercier les bénévoles actifs sans qui ce service ne pourrait fonctionner, puisqu'on a vraiment besoin de bénévoles aux côtés des victimes. Donc, le service victime, c'est composé de plusieurs sous-missions et sous-projets, entre guillemets. La première chose, c'est d'accompagner et d'orienter les professionnels, de les accompagner dans leur démarche. Ensuite, pour cela, on travaille avec un réseau de partenaires qui travaillent dans le sujet de la santé au travail, les associations de malades telles que France Parkinson, France Lymphome Espoir, qui sont indispensables pour les victimes. Et ensuite, donc, on participe également à des commissions dont l'objectif est toujours de défendre les droits des professionnels victimes des pesticides. En 2020, il y a eu 2 choses, 2 nouveautés, 2 avancées pour l'association très importantes, le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides et puis la base de données, qui est un recensement national des victimes des pesticides. Et ensuite, un point très important, c'est la communication auprès du grand public, des partenaires, des victimes, du monde professionnel de l'impact des pesticides sur la santé. Donc, en quelques chiffres, le service victime en 2020, c'est donc 80 nouvelles sollicitations, 80 nouvelles personnes qui ont sollicité l'association. Sur ces 80 personnes, il y en a 59 qui ont pu être recensées dans notre base de données, qui ont pu être accompagnées. 14 qui n'ont pas souhaité d'accompagnement ou qui n'étaient pas concernés par une exposition aux pesticides. On a aussi des personnes qui nous contactent et qui ne savent pas où frapper. Donc, on répond aussi à ces professionnels. Ensuite, il y a eu une personne qui nous a contactés qui n'est pas de la France, qui est une victime européenne. Et ensuite, 6 dossiers d'enfants de professionnels qui nous ont appelés suite à la mise en place du fonds d'indemnisation. Donc, depuis la création de l'association en 2011, ce sont environ 550 personnes accompagnées et recensées par l'association. Bien évidemment, ces chiffres ne sont pas la réalité des victimes des pesticides en France, puisque tout le monde ne fait pas appel à Phytovictime, mais ça dresse déjà un premier portrait. À l'association, donc, chaque dossier est étudié de manière approfondie. Chaque victime est accueillie et accompagnée dans son dossier. On étudie chaque dossier en collaboration avec le cabinet TTLA et ils sont accompagnés également en grande majorité par ce cabinet avec qui on a mis en place une convention pour que les victimes aient accès à une défense à un tarif préférentiel pour que le financier ne soit pas un frein à la reconnaissance de leurs droits. Donc ensuite, je vais passer très rapidement, mais comme je vous le disais, on participe à de nombreuses commissions dans différentes instances pour défendre les professionnels victimes des pesticides. Donc très rapidement, on est présent à l'ANSES, on est présent également au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Alimentation, au ministère du Travail, à la COSMAP, qui est la Commission nationale supérieure des maladies professionnelles en agriculture, qui est une commission qui a pour objectif de donner un avis sur les tableaux de maladies professionnelles. On est également co-animateur du plan régional santé-travail. Et nouveauté aussi de 2020, on est membre du conseil de gestion du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Et puis après, on continue de participer au plan régional santé-environnement de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on est membre du GISCOP 84 dans le Vaucluse. Donc, le fonds d'indemnisation, il a été mis en
Il a été mis en place réellement donc en 2020. Donc, comme vous le savez, c'est un dispositif qui nous tenait à cœur et qui a nécessité 5 ans de longs combats pour sa mise en place. Donc, bien évidemment et malheureusement, le texte est beaucoup moins ambitieux que celui qu'on avait initialement prévu. Il n'a de fond que le nom, mais il permet certaines avancées pour les victimes. On en a listé un certain nombre, ça a déjà été dit dans le rapport moral et on pourra après répondre à des questions. Mais voilà, ça permet une meilleure indemnisation pour certaines personnes. Ça permet aussi une prise en charge de professionnels et d'enfants de professionnels qui jusqu'à présent ne pouvaient pas prétendre à une indemnisation. Voilà, le fonds d'indemnisation. Oui, et donc du coup, on continue. 2020 a été la date de mise en place. Donc nous, on a poursuivi le travail pour que les victimes soient au courant de ce fonds d'indemnisation, qu'elles puissent être accompagnées. Pour ça, on a été en contact avec différents services de l'État, de la Caisse centrale MSA, et puis on a fait une visioconférence également pour les victimes de l'association le 15 décembre 2020. Voilà. Ensuite, donc, la base de données qui est un autre de nos grands projets 2020. C'est un recensement national des victimes des pesticides ayant fait appel à l'association depuis 2011 et qui font appel à l'association par la suite. Elle a 2 objectifs. C'est d'extraire et d'analyser les données des victimes, d'en faire ressortir des statistiques pour nous permettre d'avoir une vision très précise de la situation des professionnels victimes des pesticides en France. Et ensuite, c'est aussi un outil de veille sanitaire puisque ça nous permet aussi de voir s'il y a des pathologies qui pourraient être un petit peu plus recensées parmi les professionnels victimes des pesticides. Voilà, c'est à la fois un outil de statistique et un outil de veille sanitaire, cette base de données. Et donc, pour ça, donc, on collabore, comme je vous l'avais dit, avec de nombreux partenaires. Donc, en 2020, on a voulu poursuivre et on poursuit encore les partenariats avec les associations de malades, les associations de victimes. Donc, comme vous le voyez, en 2020, il y a eu plusieurs échanges avec pas mal d'associations. En 2020, on a pu concrétiser le partenariat avec l'association de victimes pesticides Québec. Nos amis québécois sont en direct avec nous, donc on les remercie. Et puis, avec le cabinet Tessonnière, avec le cabinet TTLA. Voilà, et actuellement, on travaille à la mise en place d'une convention avec l'association France Parkinson. Et juste, on souhaite également remercier les élus qui se sont engagés à notre côté cette année. Donc, Bernard Jaumier, sénateur, Bertrand Affilé, maire de Saint-Herblain, Didier Gérard, conseiller municipal de Saint-Herblain, et puis Julien Bayou, porte-parole et secrétaire national du parti Europe Écologie Les Verts. Donc ensuite, au niveau de la communication, Phytovictime est présent sur de nombreux réseaux sociaux. Donc, vous les voyez à l'écran, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, voilà. Phytovictime, du coup, a bénéficié d'une importante couverture médiatique comme chaque année. 2020 n'a pas fait exception malgré la crise du Covid. On vous a mis quelques petits articles, mais parmi les points importants, les grands temps forts de l'année 2020, donc il y a la modification du tableau de Parkinson, où le délai de prise en charge est passé de 1 an à 7 ans. Il y a eu la victoire définitive de Paul François contre le géant Monsanto, qui est une reconnaissance aussi pour toutes les victimes. Et puis ensuite, il y a eu le fonds d'indemnisation, bien évidemment, et puis la création et la mise en place de notre antenne à Saint-Herblain, en Pays de la Loire. Donc là, on vous a exposé largement Service Victime, qui est donc la mission première de l'association. Il y a une deuxième mission extrêmement importante, c'est donc le service sensibilisation, donc qui est le deuxième axe majoritaire. Donc on se donne pour mission de sensibiliser le grand public et les jeunes en milieu scolaire, qu'ils soient apprentis ou en lycée agricole. Pour la simple bonne raison qu'il faut donc éveiller les consciences sur la problématique des phytosanitaires et la place du monde agricole dans la société.
que ce soit de toute façon en milieu scolaire, dans les lieux institutionnels, peut-être professionnels, des lieux culturels. Phytolitime a toujours pour mission principale d'ouvrir le dialogue, donc avec ce large public, et permet en fait de mettre en visibilité, comme on le disait tout à l'heure, mettre en visibilité les professionnels malades des pesticides. Alors, ce micro. Ouais, non, mais c'est dans les personnes présentes, il y a un micro. Ouais, Dominique et Catherine, j'imagine que c'est vous, s'il vous plaît, vous pourriez couper votre micro, ça fait un retour et du bruit. Je désactive. C'est fait. Merci. Donc, du coup, pour reprendre l'introduction sur le service sensibilisation, nos échanges, en fait, que l'on peut avoir en fait, avec tous ces publics-là, et donc basés sur du dialogue, on ne promeut aucun type de production, on apporte en fait juste des connaissances, un éventail de connaissances techniques aux alternatives des produits phytosanitaires. Et on essaye de réinstaurer le dialogue entre les différents publics. Et pour ce faire, donc, on a créé cette exposition en 2019, qui est un vrai outil de sensibilisation et de médiation. Depuis la création de cette expo, qui était à l'origine destinée pour les lycées agricoles, à la demande de professeurs et enseignants qui étaient un peu démunis face aux moyens qu'ils avaient pour sensibiliser sur cette thématique-là, on s'est vite aperçu en fait que cette expo était un vrai outil pour d'autres types de publics, à savoir par exemple les maires qui sont régulièrement confrontés à des situations conflictuelles sur leur territoire et qui sont pareil, complètement démunis, et donc cet outil leur permet de réinstaurer le dialogue sur leur commune. Donc voilà, quoi dire de plus, si ce n'est que voilà, l'exposition en 2020 a été accueillie dans 20 lieux malgré la conjoncture actuelle, et c'est à peu près 2500 personnes qui ont été sensibilisées à cette thématique, à cette question de santé au travail. Donc je remercie particulièrement en fait, les financeurs, les soutiens financiers de cette exposition, qui sont la Nouvelle-Aquitaine, qui nous soutient depuis la création de l'association et qui nous soutient à chaque projet que l'on lui propose. Et pour cette exposition, elle a été encore un acteur majoritaire. La fondation Hope Foundation, qui pareil, a fait partie des premières fondations qui nous ont soutenus pour développer ces outils de communication et de sensibilisation. La fondation Daniel et Nina Carasso également, qui a été cette année un très très gros soutien et qui continue en 2021, on y reviendra. Le ministère de l'Environnement et puis également la fondation Léa Nature, qui pareil depuis plusieurs années nous soutient et nous apporte encore son soutien dans les années à venir, donc c'est très appréciable, donc merci à eux. Donc, en chiffres, hein, voilà, je viens de le dire, on a quand même pu maintenir un grand nombre de nos interventions en distanciel et l'expo a pu être itinérante quand même. Je ne retrouve pas le chiffre, mais c'est à peu près 1000 jeunes sur le territoire qui ont été sensibilisés en 2020. Donc voilà, on a quand même été... tu peux passer, c'est ma transition, Diane, mais en fait, on a quand même été confronté à cette problématique-là, c'est que cette exposition a été ralentie par le Covid parce qu'on ne pouvait plus rassembler de personnes. Le but, c'est vraiment de se fédérer autour de cette expo, que les gens puissent échanger entre eux. Le Covid nous l'interdisant, en fait, il a fallu qu'on réfléchisse rapidement à continuer de pouvoir sensibiliser à distance. Et nos partenaires financiers sont venus vers nous disant qu'ils étaient prêts à continuer à nous soutenir financièrement si on faisait évoluer cette exposition pour qu'elle soit accessible à distance. Et donc de là, on a réfléchi à une web-série. L'idée, c'est que cette web-série soit complémentaire à l'exposition, qu'elle ne vienne pas tuer l'exposition. Donc les deux supports sont compatibles et sont complètement indépendants aussi. Donc cette web-série a commencé à voir le jour en 2020. Elle aurait dû être terminée l'année dernière, ce qui explique ce que présentait Antoine tout à l'heure, cette différence de dépenses au niveau du budget. Le Covid nous a fait prendre du retard parce que ça nécessitait des tournages. Donc avec Guillaume et Sébastien, que vous voyez là, qui sont les deux partenaires de ce projet-là au niveau de la technique et de la réalisation.
Et donc, on a dû étaler nos tournages pour ne pas mettre du risque auprès des victimes qui acceptaient de témoigner. Donc voilà, cette expo verra le jour d'ici une dizaine de jours, vous aurez le site web dédié à cette expo qui sera mis en ligne et elle verra intégralement le jour en septembre de cette année. C'est donc un outil qui va être prioritairement destiné dans un premier temps à l'enseignement et qui sera accessible au grand public dans un second temps. Donc très succinctement, c'est 6 épisodes sur la France. Et 2 épisodes au niveau de l'Europe. Je ne vais rien spoiler, vous verrez ça d'ici 10 jours, 10-15 jours sur le web. Donc le rapport financier de tout ça, je ne vais pas revenir dessus, tout à l'heure Antoine a présenté les charges à hauteur de 245 693 €. Ensuite les recettes à hauteur de 351 686. Donc, le delta a été présenté tout à l'heure. Pour retracer rapidement avec le prévisionnel qui avait été prévu, donc il y a eu donc plus d'achats. Alors tout ça, ça s'explique, c'est par une mauvaise estimation entre guillemets. Je dis des bêtises, il n'y a pas eu plus d'achats, il y a eu moins d'achats, pardon. Le prévisionnel d'achat qui est de 132 805 €. Ça n'a pas été dépensé parce qu'on n'a pas pu faire tous nos achats en 2020. Il y a une petite différence entre le prévisionnel sur le compte 61 en service extérieur qui s'explique pour la simple et bonne raison que certaines dépenses ont été affectées au compte 62 et pas 61. Mais bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais l'un dans l'autre, les dépenses sont bonnes par rapport au prévisionnel. Là, c'est le dépense, c'est les recettes. Donc, on avait estimé des ventes de produits. On est passé très succinctement tout à l'heure là-dessus, mais on a quand même une opération en fin d'année qui était la vente de box gourmande. On a quand même vendu pour, je ne vois pas le chiffre là, mais 9 000 € de ventes réparties en fait avec les box et les autres produits dérivés de l'association. On avait estimé un peu moins, donc plutôt satisfait là-dessus. Et puis au niveau des subventions publiques, donc je l'explique à chaque fois, mais on prévoit toujours plus de subventions publiques, on sait qu'on en aura toujours moins, et on essaye de pallier en fait à chercher plus de financement privé pour pallier au manque d'accompagnement des finances publiques. Voilà. Donc, en détail, mais très rapidement pour éviter de nous endormir, les subventions privées cette année, oui, c'est ça. Les subventions privées cette année sont à hauteur de 212 807 € contre 138 000 de public. Donc, on maintient, voire on continue notre progression d'indépendance financière et donc de notre diversification financière sur le point de vue privé. Donc voilà, sur les recettes de financement privé, on a donc la Fondation Carasson, je recite là, Léa Nature, Biocoop, la Nouvelle-Aquitaine, la Fondation Hawk et le ministère de l'Environnement, donc là sur les subventions d'exploitation, à hauteur de 265 000. Donc, je peux effectivement lire ce que nous avions écrit, mais les subventions et les appels à projets illustrent en fait encore la part majoritaire des sources de financement pour phytolithium. Je viens de le dire juste avant, je me suis spoilée moi-même, mais dans la continuité de ce qui a été fait depuis 2018, on a amorcé cette diversification de ressources pour assurer une certaine indépendance financière à l'association. Et on a donc largement augmenté notre part de subventions privées, qu'il s'agit de l'évolution de nos ressources privées, tels que les mécénats et les fonds propres. Donc, on va faire la transition. Voilà, parfait. Donc, nos mécénats, cette année, sont répartis sur trois entreprises, à savoir donc, la SAFAC, qui est notre cabinet comptable, qui chaque année nous finance, en fait, nous offre cette prestation-là en mécénat de compétences. On a Alten, donc, comme disait Antoine tout à l'heure, Alten est sur 2 projets, la base de données et notre site internet et également notre suivi horaire. Et puis on a My Golden Network qui nous a aidés sur la diversification commerciale et également sur le site internet.
en 2020 et vous les retrouverez aussi en tant que mécène de compétences l'année prochaine, comme Alten. Donc le mécénat, il part plus faible dans nos sources de financement en 2020, mais ça représente quand même 12,2% de notre globalité de financement. C'est donc un pourcentage qui a été, qui a relativisé, car le mécénat est aujourd'hui un levier de structure capitale pour l'association et donc du coup, je ne vais pas lire tout le truc parce que ça va être trop long, mais voilà, nos partenaires mécènes, c'est vraiment, pour faire très court et en conclusion, il y a une ressource vitale. Il faut qu'on continue à développer et à s'entourer de mécènes aussi compétents et généreux pour nos projets puissent voir le jour. Au niveau de nos fonds propres, voilà, on a une répartition assez large. On a à peu près 54% de nos fonds propres qui sont issus des dons, à peu près 19% qui viennent de nos adhésions. On a 6% qui viennent de nos interventions grand public. En fait, c'est tout simplement les défraiements de nos intervenants. On a des droits d'auteur également. Pour la deuxième année consécutive, on rappelle que Nicolas Oilo nous a cédé des droits d'auteur sur un livre qu'il avait écrit qui s'appelle Le Cercle Vertueux. Notre opération, donc je disais tout à l'heure sur les Gourmi Box, qui nous a permis de générer 15% de fonds propres, et notre tombola, qui était aussi pendant le Noël, qui a pas mal marché. Donc, le commissaire au compte, M. Joudon, tout à l'heure, parlait de bénévolat. Effectivement, cette année, on a eu un fort investissement bénévolat, sur à peu près 10 bénévoles. Donc là, on vous a fait un schéma pour mettre un petit peu au prorata le temps bénévole et le temps salarié. Et on remarque quand même que près d'un tiers du temps investi à Fête aux Victimes est investi par des bénévoles. Voilà, ça représente 21 123 € de charges de personnel qu'on a pu économiser grâce à l'implication des bénévoles. Donc là, vous avez un panel d'un grand nombre de nos partenaires. Et du coup, la transition, c'est pour 2021. Donc, sur le prévisionnel 2020, les axes majeurs que l'on va continuer, donc poursuivre bien évidemment l'accompagnement des victimes, puisque c'est la mission de fond de l'association, donc sans relâche, puisque là il y a vraiment du travail à faire par rapport au nouveau dispositif du fonds d'indemnisation, par rapport à des projets de création du tableau cancer de la prostate, par exemple. Il y a du travail à faire. Et aussi poursuivre la base de données, finir de la remplir et commencer, on espère, à l'analyser, la base de données. On poursuivra bien évidemment la sensibilisation pour le jeune public. On espère que les conditions sanitaires nous permettront de pouvoir les rencontrer de visu. C'est toujours plus facile de sensibiliser du public quand on les a vraiment en face de nous qu'à distance. On va retravailler évidemment sur le projet de vie associative. En 2021, ça ne vous aura pas échappé, l'association a eu 10 ans. On a déjà fait un premier événement le jour de l'anniversaire de l'association. C'est une année particulière qui marque aussi du renouveau dans les équipes. Dans les projets, c'est aussi une année qu'on aurait souhaité, bien évidemment, plus festive autour des 10 ans, que le Covid nous a pour l'instant empêché de faire beaucoup de choses. On espère qu'on arrivera à mettre au point et au sujet un événement de fin d'année que l'on vous réservera. On a aussi voulu faire un travail de mémoire et d'hommage à tous ceux qui ont fait que l'association naisse et existe et grandisse en réalisant un travail de mémoire. Il y a un livre que vous découvrirez, j'espère, bientôt. Et le rayonnement
l'a mis comme ça, mais en fait, ce n'est pas pour rayonner et briller. Hein. C'est surtout pour améliorer la visibilité de l'association, parce que sur le territoire de métropole, les victimes ne viennent à l'association que s'ils ont, je vais dire, la chance de nous trouver, de nous voir, de savoir ce qu'on fait. Et donc, la refonte du site Internet, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, avait aussi cet objectif-là d'améliorer notre visibilité, la capacité de l'association à amener au plus rapidement possible l'information auprès des victimes pour nous trouver, et donc de garder un bon référencement sur le web. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche parce que ce n'est pas du tout mon sujet, mais c'est important que les victimes aient la capacité à nous trouver rapidement. Et parce que un site Internet, aujourd'hui, ça reste quand même la vitrine de l'association, comme certains réseaux sociaux. Donc, le service victime en 2021, bien évidemment, tout ce qui est poursuite et suivi de dossiers, tout le travail qui va continuer autour du fonds d'indemnisation, puisque ça ouvre droit à des victimes qui nous avaient contactés les années antérieures. Et donc, on va rappeler et relancer tout un tas de personnes qui pourraient faire ouvrir des droits. C'est tout le travail auprès de la base de données pour rendre plus visibles les problématiques, rassembler les informations le mieux possible, ce qui nous permettra d'améliorer l'expertise que l'on fait au sein de l'association dans les travaux différents qu'on fait avec le ministère et l'État, on va parler de la COSMAP ou d'autres endroits, et apporter au pouvoir public, puisque c'est un engagement qu'on a déjà signé, qu'on est en train de re-signer actuellement, d'apporter au pouvoir public ces statistiques-là, de manière aussi à leur donner de l'information pour prendre les bonnes décisions et montrer l'ampleur de la problématique, si toutefois il y avait encore besoin de sensibiliser sur le sujet auprès de l'administration. Évidemment, on va essayer de faire avancer certains points de législation qui gênent un peu quand même le fonctionnement, le bon fonctionnement de certains services. On va essayer de s'y atteler, y compris dans le fonds d'indemnisation d'ailleurs. Parce que voilà, il y a aussi de la diversité dans les régimes sociaux, il y a de la diversité, on parle aussi des projets antiques, forcément les régimes antiques sont un petit peu à part, même pour ceux qui bossent dans l'agriculture. Et puis, on voudrait aussi alerter, on verra ce qu'on trouvera dans la base de données, on ne va pas tirer des conclusions avant de l'avoir analysé, mais pouvoir alerter sur des présences éventuelles de maladies rares présentes dans les pathologies que l'on a recensées. Donc, en 2021, on voulait aussi relancer des campagnes de communication, changer ou améliorer, concevoir des supports de communication adaptés à chaque public, parce que depuis longtemps, on a une base de communication papier qui est censée englober un peu tout le monde, mais on se rend compte qu'on ne peut pas s'adresser de la même manière à quelqu'un qui veut se sensibiliser à la cause, qu'un malade qui sort éventuellement d'un service hospitalier. Donc, il faut qu'on modifie la conception de nos supports. On veut bien évidemment continuer de sensibiliser les professionnels de santé, parce qu'on se rend compte trop souvent qu'il est trop compliqué, voire des fois impossible d'obtenir un CMI, parce que les professionnels de santé ne sont pas du tout formés. Je ne les accable pas, mais on se rend compte que c'est un problème de formation, et donc les assurés ne peuvent pas faire jouer leurs droits à cause tout simplement des fois du tout départ et de la liaison qu'ils ont avec leur médecin. Donc c'était quelque chose qu'on veut faire absolument, de les sensibiliser. On est déjà intervenu et on le refera probablement en fin d'année auprès d'une faculté de médecine, et c'est des sujets que l'on a évoqués en COSMAP pour voir comment tout ça était améliorable. Un des projets, des grands projets probablement de 2021, ça sera la mise en place d'un accompagnement des victimes dans les Outre-mer. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'entrée du rapport moral, on a donc déposé un projet pour les Outre-mer. Donc on souhaite,
essayer de coordonner un peu les acteurs du territoire là-bas, mutualiser, donner nos connaissances sur place, constituer et former une équipe sur le territoire aux Antilles, de manière à accompagner, soutenir et recenser aussi les travailleurs là-bas, comme on est capable de le faire sur la métropole. C'est quand même un travail lourd. Les Antilles, il y a quand même il y a du décalage horaire, c'est une autre culture, on arrive dans un monde un petit peu différent, mais on a à cœur de vouloir aider l'intégralité des victimes sur le territoire français, peu importe où elles s'y trouvent. Et puis, on a un partenariat, Claire l'a dit tout à l'heure, avec le Québec, et Serge Giarret avec nous, en direct, j'imagine, du Canada. Donc, on a un partenariat avec eux. L'idée, c'est aussi de mutualiser nos informations, nos connaissances, les études scientifiques, puisque le Québec devrait rapidement avoir un tableau maladie professionnelle. Enfin, c'est pas tout à fait, ça marche pas tout à fait pareil. Cancer, Parkinson, pardon. Et donc, évidemment, on a largement échangé sur tout ça ensemble. Et il semblerait que, sans trahir de secret, j'espère qu'il y ait une inspiration outre-Atlantique des travaux qu'on a menés et des choses qu'on a réussi d'obtenir en France. Donc, forcément, le budget... Oui, vous y allez très succinctement, mais le budget financier pour le service victime en 2021 s'élèvera donc en prévisionnel dans un premier temps à 171 656 €. Bon, sans grande surprise, ce service-là, c'est essentiellement de la matière grise et de la charge de personnel, donc qui représente près de 70% de la dépense globale du service. Parmi les projets 2021 se poursuivent aussi les actions de sensibilisation. Donc, on a largement évoqué la finalisation de la web-série, qui consiste principalement en tournage vidéo à travers toute la France, puis sur une partie européenne également, puisque comme on l'a dit, la web-série, c'est à la fois un projet en parallèle avec l'exposition, pour laquelle était prévu de longue date un volet européen. Et donc, on a commencé par la web-série en France. Il y aura aussi des tournages dans plusieurs pays. Et en découlera la dernière partie de l'expo physique, qui peut se déplacer en différents lieux. Donc, on va développer tout ce qui est partenariat dans l'enseignement, pouvoir exploiter au mieux ces supports, autant continuer les interventions dans des lycées agricoles et divers lieux, et faire circuler l'exposition dans ces lycées, en général en coordination avec l'intervention, et en même temps faire entrer la web-série dans les programmes auprès des professeurs, pour qui c'est prévu d'être un vrai support pédagogique auprès de leurs élèves, qui restent dans l'esprit des jeunes, qui leur parlent. Voilà. Et donc, en fonction des contraintes sanitaires, on va essayer de programmer toujours des interventions et la circulation de l'exposition. Voilà. La fin d'année approchant, ce sera pour la rentrée prochaine, 2021. En termes de budget, du coup, ce service-là, cette année, est estimé à près 100 000 €. Et là, donc, à l'inverse du service victime, c'est essentiellement de la prestation extérieure, ce qui s'explique en fait parce qu'on a sous-traité à des personnes compétentes, je les ai évoquées tout à l'heure rapidement sur la web-série, mais des personnes compétentes en communication, en vidéo, en rédaction de scénarios. On a prestarisé ça pour avoir un vrai rendu professionnel et de vrais beaux outils. Bien sûr, il y a quand même un petit peu de charge de personnel à hauteur de 21%,
qui sont en fait essentiellement des temps de coordination de projet et puis de développement d'idées et de promotion de ces outils-là auprès des bénéficiaires. Donc, un autre grand volet encore pour 2021, c'est la poursuite de projets vie associative. Donc, cette année particulière, des choses associées aux 10 ans de l'association. Comme vous l'a dit, le livre, hommage aux différents acteurs de toutes ces 10 années nous ont amené de quelque chose de tout petit à toute cette ampleur nationale et internationale de tous ces projets. Donc, on a fait un premier événement le jour J en virtuel. Là, on est encore en virtuel. Il y aura encore d'autres étapes qui permettront de découvrir les différents projets toujours en distanciel, mais on espère donc pouvoir aussi organiser à l'automne un gros événement à Paris où vous serez tous conviés. Ensuite, on va poursuivre le développement des relais locaux qui sont toujours importants, c'est-à-dire dans les différentes régions, des personnes qui peuvent être interlocutrices ou participer à des interventions d'événements. Et également en Europe. La web-série nous ouvrons aussi des contacts dans ces différents pays. On cherche toujours à développer de nouveaux partenaires pour diversifier les financements. Année après année, ça se développe. Voilà. Et enfin, un travail toujours renouvelé d'améliorer le fonctionnement structurel de l'association, qui passe en bonne partie par des outils informatiques aujourd'hui, du fait du travail à distance. Mais voilà, répartir les tâches et fonctionner au mieux. Donc, je vais faire le budget rapidement de ce projet-là s'élève à 166 485 € en prévisionnel. Donc là, on a encore une grande part de services extérieurs. Pour la même raison que pour le budget précédent, c'est-à-dire qu'on a prestarisé auprès de gens compétents la rédaction du livre, donc à savoir Damien Gileso, et le graphisme du livre à Fanny Clodon, qui sont deux partenaires extrêmement importants pour la conception de cet ouvrage. Et puis effectivement, on fera intervenir des prestataires extérieurs si on arrive à faire l'événement de fin d'année pour nos 10 ans. Ici, ce projet-là a quand même 34%, presque 35% de charges de personnel, parce qu'effectivement, un projet de vie associative, ça nécessite de l'investissement de personnel, aussi bien sur la rédaction du livre que sur l'organisation de l'événementiel. Donc voilà, c'est aussi une charge assez importante. Et donc enfin, pour la vie associative, il y a toute la partie sur le service informatique. On en a déjà parlé et si vous nous avez suivi depuis le début d'année, le site internet a été mis en ligne. Donc, on l'espère beaucoup plus joli et plus clair, plus accessible, mieux fourni au niveau des contenus que le précédent. Une boutique en ligne est en cours de construction sur ce site. Donc, vous y retrouverez une partie des produits des box gourmandes qui ont été vendus à Noël, et puis développer d'autres produits qui vous permettront de faire à la fois un achat pour des cadeaux et autres, et d'avoir un acte de soutien à l'association et qui participera à notre financement. Et voilà, derrière tout ça, donc, il y a un travail un peu invisible sur le référencement. C'est vraiment un des gros aspects de cette refonte aussi, qui a pour but que quand on cherche sur des mots-clés, sur Internet, on trouve rapidement notre site Internet et l'information recherchée pour aider les victimes. Concernant le budget de ce service-là, il est donc en prévisionnel dépense de 65 000, presque 66 000 €. Il faudra quand même
stipulé qu'une grande partie de ces dépenses prévisionnelles seront couvertes par du mécénat de compétences sur le compte service extérieur. Donc Antoine le disait tout à l'heure, mais on a un mécène qui investit beaucoup de ses salariés dans ce projet-là, dans ce développement-là, qui est donc My Golden Network, qui est l'éveilleur du net. Donc c'est un service qui a un budget assez conséquent et qui sera couvert en partie par du mécénat de compétences. Donc, en termes de prévisionnel global des charges, on a un prévisionnel cette année de plus de 500 000 euros, 503 642, répartis sur à peu près 210 000 euros presque de charges de personnel, répartis sur 4 salariés à temps plein CDIsés et 2 salariés à temps plein mais qui sont en CDD. Et la première source de dépenses sur ce budget prévisionnel sera donc sur du service extérieur. Là encore, ça s'explique parce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va énormément externaliser des compétences et aller les chercher auprès de prestataires. Donc le prévisionnel global des recettes, on est sur le même montant pour être à l'équilibre. Donc, comme chaque année, on prévisionne une grande partie de subventions publiques, donc à hauteur de 346 000 euros, et toutes les autres sources de financement propres et fonds privés qui font donc cette différence-là. Sans être devin, on pourra quand même constater à la prochaine clôture que la prévision est nettement supérieure aux subventions publiques et la réalité sera probablement inférieure, mais qui peut le plus, le moins. Et on verra une augmentation des subventions privées et des fonds privés. Voilà, c'est comme ça chaque année. Alors, je voudrais juste, si on est un peu en timing, compléter un peu là, ce que disait Emma et vous rassurer, même si le budget il augmente fortement, parce qu'il y a aussi un gros projet aux Antilles qui augmente fortement le budget. Pour l'instant, ce n'est que du prévisionnel puisque le projet est déposé, mais qu'il n'est pour l'instant pas accepté. Et sur l'esprit mécénat, là-dessus, il y a du travail de fait depuis longtemps pour couvrir, enfin, pas couvrir, nous équiper de choses performantes sans dépenser d'argent qui soit public ou privé. Mais voilà, c'est du mécénat, donc c'est de l'argent un peu indirect, hein, puisque c'est de la défiscalisation d'entreprise, entre guillemets. Mais le choix a été fait comme ça de ne pas consommer démesurément de l'argent public pour s'équiper. On a trouvé d'autres méthodes qui fonctionnent très bien. Emma a été performante là-dessus depuis plusieurs années de nous trouver de bons contacts. Et donc, ça permet quand même, même si ça fait du chiffre dans la présentation des budgets, ce n'est pas de la dépense réelle d'argent qu'on a réussi à lever. Mais ça nous permet de nous équiper de manière beaucoup plus fonctionnelle et plus performante. Je vais revenir quand même sur ce point-là qui est quand même important parce que vous pourriez voir les budgets augmenter, mais voilà, cette phase-là est énorme et nous permet de faire des choses certainement beaucoup plus grandes que ce qu'on serait capable de faire réellement financer. Excusez-moi, Diane Nord, je te perturbe dans ton diaporama du coup. Pour ceux qui sont adhérents et qui avaient la possibilité de voter, donc là le vote il est fermé maintenant de manière électronique. Donc Loïc Prieux et Jean-Luc Goudnech étaient donc administrateurs stagiaires avec nous en 2020 et 2021. Nous avons proposé donc de les élire nouveaux membres de conseil d'administration, puisqu'ils ont aussi émis le souhait de continuer leur investissement chez nous. Je me permets d'excuser Jean-Luc qui a eu des petits
des gros soucis de dernière minute, qui devait être là avec nous, mais qui ne peut malheureusement pas l'être. Et puis, avant de donner la parole à Loïc rapidement, mais vous l'avez vu tout à l'heure, je fasse une petite présentation. On a aussi donc Caroline Lottier qui devait être présente avec nous, mais qui a fait des tests et qui s'est rendu compte qu'elle était positive, malheureusement elle n'a pas pu venir aujourd'hui, qui s'est proposée, qu'on a donc sollicité comme administratrice stagiaire. Donc, juste pour expliquer le statut rapidement, administratrice stagiaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a envie de s'investir dans l'association. C'est quelqu'un qu'on accueille au sein du conseil, qui n'a aucun pouvoir décisionnel, qui n'a pas de pouvoir de vote, mais que l'on fait participer à l'intégralité de nos travaux. Et puis, au bout d'un certain temps, en général, ça prend un an, dans l'ordre d'idée, c'est un an, on voit si nos compatibilités sont cohérentes, si les gens ont envie de poursuivre, et si c'est le cas, on les présente donc à l'élection le jour de l'Assemblée générale, ce qui est le cas donc pour Jean-Luc et Loïc aujourd'hui. Loïc, je te donne la parole succinctement, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Oui, bonjour. Donc, je suis Loïc Prieux. Donc, j'ai fait connaissance avec, malheureusement, à cause de la maladie, en 2019 avec l'association Phytovictimes, m'ayant apporté beaucoup de réconfort un gros travail sur ma reconnaissance, malheureusement, qui n'est pas... Aujourd'hui, c'est une maladie, je suis victime du SIOC, c'est-à-dire syndrome d'intolérance aux odeurs chimiques. Il n'y a aucun tableau, mais bon, j'ai bien été accompagné dans mes démarches successives. Aujourd'hui, je suis en phase de pouvoir obtenir certaines choses auprès de la MSA éventuellement. C'est en cours d'examen, tout ça. Et donc, en fait, j'ai accepté, après avoir bien été conseillé, j'ai accepté d'être stagiaire, puis aujourd'hui de devenir moi-même administrateur et d'apporter mes connaissances au niveau agricole. J'ai été 37 ans salarié agricole, je suis victime des pesticides moi-même, et d'apporter mes compétences au niveau agricole à l'association, en tant qu'ancien salarié et responsable de culture. Voilà. Voilà, merci Loïc. Donc de toute façon, le vote est clos. Donc, mais par contre, j'en profite pour rebondir sur les propos de Loïc et de vous dire à tous ceux qui sont membres ou qui souhaiteraient aussi venir renforcer nos équipes, venir donner du temps. On a déjà l'écran qui le font, mais que voilà, la porte est toujours ouverte, que des bénévoles et des gens qui ont envie de s'investir sont toujours bien accueillis autour de nous. Il n'y a pas de souci là-dessus, et que c'est vraiment des... Voilà, si l'association grandit, on a aussi besoin de têtes et de bras. Les choses ne se font jamais toutes seules, il ne faut pas croire ça. Voilà, donc après, je me permets de rapidement, parce que je voulais aussi vous présenter les nouveaux dans les équipes. Alors, comme on sait embaucher que des filles, chez nous, c'est que des nouvelles. Il y a Nathalie qui s'occupe de la base de données, qui fait partie des membres présents sur Zoom, qui est à l'écran. Nathalie, si tu veux faire rapidement un petit coucou, que les gens te voient, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns d'entre eux qu'elle a appelé ou qu'elle appellera. Et puis, oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et puis une qui était au staff technique qui se cache depuis le début. La toute nouvelle et dernière embauchée, Diane Laure. Bonjour, je m'appelle Diane Laure et j'ai rejoint. Je suis un peu dans l'ombre, effectivement, il faut que je parle plus fort.
Je vous salue tous. J'ai rejoint les équipes de Fidelity il y a un petit peu plus de 3 mois maintenant pour venir en soutien sur des missions d'événementiel, de communication, de développement global de l'association, que ce soit interne ou externe, de structuration, on en parlait tout à l'heure de l'association, des événements informatiques, et également aider Emma Gauthier sur toute la recherche du financement. Elle a besoin d'aide. Et j'ai hâte de pouvoir assister à un événement en présentiel pour rencontrer physiquement. Voilà. Merci Yann-Laure. Donc je ne sais pas, soit on a été endormant, il n'y a aucune question dans le chat, il n'y a aucune personne qui a levé la main, j'espère que ça viendra. Sinon, donc on avait demandé à Charles Morin et à Béatrice Borde donc d'être nos équivalents de scrutateurs hein, sur un vote donc, qui était en électronique. Donc, je pense que vous avez la possibilité d'aller voir les résultats du vote. Je ne sais pas qui prend la parole. Je peux commencer? Bien sûr, Charles. Bon, il y a eu 54 votes exprimés, avec un taux de participation de 24%. Après, il faut tout lire, ouais. Approuvez-vous, après je laisserai Béatrice quand même continuer. Non, Charles, vas-y, Charles. Ouais. Approuvez-vous le rapport moral 2020? Nombre de voix, 52 oui, non, 0, et ne se prononce pas 2. Le oui l'emporte à 100%, bien entendu. Approuvez-vous le rapport d'activité 2020? Le oui l'emporte à 100% sur le non. Nombre de voix 52, non, 0, ne se prononce pas 2. Approuvez-vous le rapport financier, les comptes de l'exercice clos et le résultat? Le oui l'emporte à 100% sur le non. Nombre de voix 50, oui. Non, 0, ne se prononce pas 4. Approuvez-vous le budget provisionnel 2021? Le oui l'emporte à 100%, toujours. Nombre de voix 49 pour le oui, le non 0 et ne se prononce pas 5. Après, je laisse Béatrice qui va continuer. Ok, bonjour à tout le monde. Donc, pour les questions suivantes, donnez-vous le quitus aux administrateurs pour 2020. C'est toujours le oui qui l'emporte à 100%, avec 49 oui et 5 qui ne se prononcent pas, 5 personnes. Ensuite, acceptez-vous l'élection de Louis Crieux comme administrateur? Le oui est à 100%, 49 oui, 5 personnes ne se prononcent pas. Pour Jean-Luc Boudenèche, le oui l'emporte également à 100%, avec 47 oui et 7 personnes qui ne se prononcent pas. Voilà. Donc, en fait, tout a été approuvé à 100%, quasiment par tout le monde. Il y a eu donc, comme l'a dit Charles, 54 résultats. Voilà. Bon, mais rien de plus. Hein. Oui, on a tout dit. Merci à vous deux pour ce travail-là. Bienvenue. Oh, ça n'a pas été bien compliqué. Hein. C'est électronique. C'est électronique. Hein. Ça a marché un peu plus. Et ça a marché cette année. L'année dernière, ça a été un peu le bazar. J'espère qu'on finira par le refaire tous en direct. Hein. Oui, sur un bout de papier, comme on a fait il y a 3 ans. Ça manque un peu. Oui, c'est vrai, parce que c'est très agréable de se retrouver tous les ans, de pouvoir rééchanger et de passer de belles journées, quoi. On a hâte que ça reprenne, hein, parce que ras-le-bol hein, de se retrouver enfermé. Hein. Mais bon, c'est comme ça.
faut faire avec. Malheureusement, c'est comme ça, comme vous le dites. Bon, du coup, on avait quand même prévu un temps d'échange, même s'il est derrière votre écran. Tous nos propos peuvent amener à des questions, des interrogations, sans aucun problème. Si c'est le cas, alors pour lever la main, parce que c'est dans le petit icône d'en bas, si on veut le faire, il y a un petit rond en bas qui s'appelle réaction, vous cliquez dessus, s'il y en a qui veulent. Si tu passes devant la caméra nous suit. Hein. Là où on est, elle ne bouge pas. On n'a pas une caméra dans la pièce, elle nous suit toute seule. Donc, s'il y en a qui se promènent dans la salle. Tu peux activer quelque chose? Eh ben, je ne sais pas s'il y a donc des questions. C'est toujours la première qui est difficile à poser. Vous êtes timide ou ça se passe comment? Charles, il écrit, est-il possible de visiter succinctement le local? Alors en fait, là où on est en ce moment, ce n'est pas le local, ce ne sont pas les bureaux, c'est une salle qui fait partie de l'ensemble de tout un complexe qui est loué à plusieurs entreprises. Hein, il y a 2 salles de réception, c'est ça? Enfin, moi, je les ai découvertes. Il y en a plus que ça, mais des grandes comme ça, il y en a 2, oui, effectivement. Voilà, donc en fait, on a coupé la salle en 2. Non, mais t'as coupé une fois. Non, après, ça peut être une bonne idée. Je rebondis sur la demande de Charles. On peut peut-être essayer de vous faire une petite vidéo à mettre sur les réseaux sociaux. Là, qu'on est toutes réunies, faire un petit montage et vous mettre ça sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, pour vous présenter nos nouveaux locaux. C'est une bonne idée. On n'y a pas pensé. Merci, Charles. Vous pouvez réactiver votre micro et parler à tout le monde. Hein. C'est possible et pas seulement par écrit. Réactivez vos micros. Alors les micros, je pense que ça doit être en bas à gauche pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole. Il ne faut pas forcément que tout le monde le fasse en même temps, mais parce qu'après, des fois, il peut y avoir des retours de son. Il n'y a pas 1000 personnes. Hein. Non, mais des fois, il y a des retours de son. Oui, c'est vrai. J'ai bien activé, je l'aurais On perdu. a été trop clair et il n'y a aucune question. Vous êtes tous timides. Mais ils avaient aussi. Il s'est rendu, mais non. Ils ne peuvent pas. Si tu cliques pour les désactiver là. Monsieur Giard, au Canada, vous nous mettiez le bonjour. Mais on peut vous entendre avec l'accent canadien, ça nous changera le. Bonjour. Ma question est-ce qu'on pourrait recevoir ou avoir accès ou avoir un lien à l'intégralité de votre Assemblée générale annuelle? Le rapport? Le rapport d'activité, etc. Exactement, oui. Bien sûr. Vous pourriez m'envoyer le lien, s'il vous plaît? Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui vont nous servir au Québec pour beaucoup de vos activités qui vont m'éclairer, en tout cas, pour peaufiner ce qu'on a à faire ici au Québec. Là. Alors, ce serait apprécié. Puis, je veux vous féliciter pour toute l'organisation que vous êtes. Et puis, on est des grands admirateurs parce qu'on essaie de suivre vos pas dans ce grand travail-là. Alors, on se tient au courant. C'est plutôt Pascal Priori qui communique avec vous majoritairement du temps. Mais moi, en tant que président, je suis l'activité de très près. Alors, je vous félicite et j'apprécie votre travail. Merci beaucoup. On vous enverra ça sans problème. Après, on a une demande de... Merci pour votre soutien. Oui, bien, c'est très important qu'on soit en collaboration. On vous transmettra le rapport, oui.
Merci. Après, il y a une main levée de quelqu'un qui est identifié, enfin nous on voit écrit comme Lenovo. C'est la marque de l'ordinateur. C'est la marque de l'ordinateur peut-être, mais si vous voulez, vous activez votre micro. Ouvrir votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Tu peux pas l'ouvrir? En attendant, Madame Laurent félicite l'association pour parvenir à tenir le cap dans ces moments difficiles. Donc, je retraduis à l'image ce qu'elle nous a écrit. Peut-être que vous ne le voyez pas. Merci à Madame Laurent. Allez-y, Madame Laurent, si vous voulez y aller. Non, mais je peux vous répéter mon admiration. Non, je trouve que c'est formidable d'arriver vraiment à tenir le cap et avoir un programme aussi structuré. Et puis bon, c'est très clair. Enfin, vraiment, bravo, quoi. Voilà. Je n'ai pas d'autres choses à dire. Sinon que, bah oui, on vous recontactera. On continuera à collaborer autant qu'on peut avec vous. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Soubiel, là. On ne vous entend pas. Non. Pourtant, le micro semble ouvert, mais on ne vous entend pas. On n'entend pas. Non. Désolé. On va nous dire qu'on fait de la censure. Non. Pas de son. Hein? En langue des signes. Ah, désolé, il faut prendre la plume. Je crois qu'elle nous a dit qu'elle partait, qu'elle revenait se reconnecter. Ah, ok. On reste vigilant sur la salle d'attente. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Ginette Chante, Dame de Bretagne. On a été trop clair. Bon, l'année prochaine, on fera un truc un peu brouillon, comme ça vous aurez des questions. Ah non. Toujours pas, a priori. Je vois les lèvres qui bougent, mais je ne vois pas. Non. Ouais. Est-ce qu'il y a une question orale? Oui. Charles, vas-y. Oui. Est-ce que je suis victime en ce moment, pas des produits phyto, oui, mais aussi
d'une rupture d'approvisionnement des produits de soins. Donc, est-ce que l'association a moyen de se renseigner pour savoir pourquoi? Parce qu'à l'hôpital, ils me disent que c'est un problème d'approvisionnement. D'un autre côté, pour moi, c'est une histoire financière. Mais en fait, moi, j'en suis victime parce que je marchais il y a un mois et maintenant, je suis de nouveau en fauteuil roulant. Voilà, c'est pas rigolo. Je sais que ça reviendra, mais c'est pas rigolo en ce moment, surtout qu'on est déconfiné, on est vacciné, les restos ouvrent et on peut rien faire. Voilà, voilà ma question. On a pris note. Alors, du coup, sur la question, l'association n'est pas directement compétente pour répondre à ces sujets-là. Par contre, il y a peut-être des associations de malades. Alors, je ne sais pas pour votre pathologie s'il en existe des… Si, il en existe une. Il en existe une, oui. Vous avez essayé de les contacter ou pas du tout? Mais dans leur blog, tout le monde en parle, mais ça s'arrête là. Parce que du coup, je pense que c'est plus ces associations-là qui ont un pouvoir de faire quelque chose. Je sais que quand il y avait eu avec le Covid, il y avait eu des ruptures d'approvisionnement des médicaments de Parkinson. Et du coup, il y avait eu un gros travail qui avait été fait par l'association France Parkinson. Donc, le seul moyen que je vois là actuellement à ce moment-là, c'est de contacter ces associations. Mais après, on pourra en reparler éventuellement. Oui, parce que bon, ça va revenir, mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'on a changé, j'ai changé de traitement et il faut attendre que le tuilage se fasse bien. Et je trouve ça un peu scandaleux parce que pour moi, c'est purement une histoire financière. Hein. C'est des gros sous, c'est les labos. C'est le même labo qui fournit les deux produits, celui que j'avais avant et celui que j'ai maintenant, mais sous une autre forme, et ils le vendent beaucoup plus cher. Voilà. Malheureusement, des scandales comme ça, il y en a beaucoup trop. Ouais. Voilà, c'est tout. Merci pour la question, Charles. Donc, je reprends la lecture de Madame Soudier, du ministère de l'Agriculture, qui nous signale l'actualisation de l'expertise collective de l'INSERM, que le 30 juin, il y aura une restitution publique et qui nous permettra de connaître les pathologies les plus en lien avec les pesticides. Et donc, cette expertise actualise celle qui avait été faite en 2013. Et si j'entends et je comprends bien la fin de la ligne, elle propose à l'Association des victimes du Québec de pouvoir y participer. S'y rapporter. Oui, s'y rapporter ou y participer. Oui, d'accord. Ok. Merci pour vos félicitations. Monsieur Giard, vous avez entendu? Oui, mais merci. Puis on veut s'y rapporter dans la mesure qu'on peut collaborer ou apprendre. On est ouvert à cette invitation-là. OK. Y a-t-il d'autres questions? Non? On avait dit la clôture à… C'est quoi le… Ah, on est dans les temps en plus. C'est la première fois qu'on est dans les temps, bien calé et tout. Donc, s'il n'y a aucune question, on va clore l'Assemblée générale. On espère. Ah oui, je regarde l'écran là parce que je vérifie s'il n'y a pas de… on va clore l'Assemblée générale de l'exercice 2020. Je vous remercie tous pour votre participation et on espère vous retrouver bientôt physiquement lors d'un événement plus festif que de se voir derrière des écrans interposés. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci.
Merci, félicitations. Merci encore. Merci. Bonne continuation à tous. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Bonne fin de journée. Week-end, bonne fin de journée. Au revoir.